Tomber amoureux, être sous le charme. Je ne sais pas ce que ces mots évoquent pour vous, mais pour beaucoup, c'est quelque chose a priori de positif, de romantique, voire même de romanesque. Mais qu'en est-il des relations où être sous le charme de quelqu'un revient à être sous sa coupe? D'ailleurs, le mot charme, c'est aussi ce qui fait allusion à la magie, au sortilège. Être sous le charme de quelqu'un, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire être finalement, d'une certaine manière, sous son emprise? Alors c'est beau de tomber amoureux, on n'est pas vraiment soi-même, on projette, c'est grisant. Et c'est magnifique quand c'est avec, entre guillemets, la bonne personne, que cette personne vous veut du bien. En revanche, quand il s'avère que cette personne est instable mentalement, pire encore qu'elle est manipulatrice, eh bien, tomber sous son charme, c'est prendre le risque, effectivement, de se retrouver enfermé dans une relation d'emprise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Mentoresse. Je suis Céline Tran et dans cet épisode, je vous propose de parler un peu plus de conseils pratiques pour vous aider, si c'est le cas, à identifier mais surtout à sortir d'une relation d'emprise. Alors comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, une relation d'emprise peut avoir lieu finalement partout où il y a des êtres humains. Donc ça peut être au sein d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi commencer dans le cadre de la famille, ça peut aussi avoir lieu dans le cadre de l'activité professionnelle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler plus précisément de la situation d'emprise dans le cadre d'une relation de couple. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais c'est fou comme on peut parfois accepter des choses de son ou sa partenaire, sous prétexte que c'est son ou sa partenaire, mais finalement ce sont des choses qu'on n'accepterait jamais de quelqu'un d'extérieur, d'un ami par exemple. Mais sous prétexte que cette personne est son sa partenaire, eh bien on va consentir à des choses qui vont pourtant parfois contre notre consentement et contre nos valeurs. Et pourtant, on supporte, et comme je l'ai déjà évoqué, eh bien il y a parfois des bénéfices cachés à supporter une situation qui est pourtant désagréable. Il y a parfois un confort, il y a parfois des avantages à rester avec quelqu'un qui, même s'il est toxique, eh bien nous apporte quelque chose de manière directe ou indirecte. Si vous vous posez des questions sur votre relation de couple, si les émissions précédentes font écho, et que quelque chose grince, quelque chose en vous vous dit que c'est bizarre, mais ça vous parle un petit peu trop de ce que vous ressentez, eh bien je vous encourage justement à écouter ce ressenti. Et je mets quand même une mise en garde. Ce n'est pas parce qu'on se sent en insécurité, ce n'est pas parce qu'on ressent un mal-être, que ce mal-être est directement lié à notre conjoint. Et plus encore, ça ne veut pas dire forcément que ce conjoint en question est le responsable. Donc attention aux conclusions hâtives. Mais il y a quand même des signaux. Et je vais vous en citer 5 qui sont vraiment, à mon sens, des repères pour vous aider à identifier si vous êtes effectivement dans une relation d'emprise dans le cadre de votre couple. Alors un des premiers éléments déjà, c'est la perte de confiance en soi. Et je dirais même d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion mentale, une difficulté à développer son libre arbitre, à prendre des décisions, et vraiment une confusion qui fait que on ne sait plus vraiment qui on est. Donc ça va vraiment toucher à l'identité. Et quelle est la responsabilité de l'autre par rapport à ça? Eh bien c'est si cette personne, par exemple, vous dévalorise, vous humilie, vous fait des remarques constantes. Alors ça peut toucher des choses du quotidien, toutes simples, ça peut toucher à votre apparence, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous comportez. Et ce sont plein de petits pics qui petit à petit vont ébranler la confiance en soi. En gros, c'est du sabotage. Parallèlement, la personne en face de vous va avoir tendance à nier, à minimiser ce que vous ressentez en disant que vous exagérez, que vous vous imaginez des choses, et qu'au contraire, c'est vous qui êtes égoïste, finalement, parce que la victime, a priori, c'est plutôt elle. Et que vous êtes même égoïste parce que face à vous, vous avez quelqu'un qui fait tout son possible et vous, finalement, vous prenez un peu la place du tortionnaire. Ce sont des outils ici qui sont souvent utilisés dans le cadre de la manipulation.
cette personne va faire en sorte que vous culpabilisiez, bien sûr, parce que la culpabilité est un excellent levier. Et donc, quand bien même elle pourrait elle-même avoir un comportement répréhensible, avoir des sautes d'humeur, se montrer violente, verbalement, physiquement, eh bien, elle s'arrangera pour reporter la faute contre vous. Donc vous êtes la cause, vous êtes la personne qui est coupable. Par exemple, mais si tu ne m'avais pas répondu comme ça, je ne me serais pas mise en colère. Si j'ai perdu le contrôle de mes émotions, et si je suis devenue violent ou violente, c'est parce que tu me pousses à bout. Tu fais exprès. Il y a vraiment un ton inquisiteur. Ce n'est pas la même chose d'avoir face à vous quelqu'un qui se sent démuni, en détresse, et qui va vous dire « Tu sais, je me sens triste, je me sens en colère quand tu me dis ça, je me sens mal, et j'ai besoin que tu changes ce comportement parce que ça m'affecte beaucoup et je souffre. » Là, on est dans une forme de communication non violente, où la partenaire exprime son ressenti et le fait savoir à l'autre, et donc il y a vraiment une dimension saine et a priori constructive, puisque le principe c'est de trouver un terrain d'entente. En revanche, la personne qui manipule va être dans l'accusation. Elle va vraiment enfoncer le clou et faire en sorte que la personne en face se sente mal. Elle va créer un isolement aussi. Ça, c'est le 4e point. Un isolement qui va être mental, mais aussi éventuellement physique. Le principe, c'est de couper la personne de ses amis, de son environnement, pour lui éviter d'avoir du sens critique, pour lui éviter d'avoir autour d'elle des personnes qui vont remettre en question la relation. Parce que généralement, les proches le voient. Ils vont commencer à constater que leur ami est en train de changer. Donc, il faut isoler. Et ça va donner des phrases du type « Non mais là, ton amie, c'est pas quelqu'un de bien, elle est jalouse de toi, regarde. » Ou « Lui, ton ami, non mais de toute manière, il est intéressé. » C'est évident en fait qu'il a un intérêt à aller dans ton sens. Ta famille t'influence trop. Personne ne peut te comprendre comme moi. Et donc, en isolant, forcément, cette personne fait en sorte de prendre la place du sauveur, d'être spécial et de se rendre indispensable. Voilà une excellente manière de manipuler et de pouvoir exercer son emprise. Enfin, et c'est un peu la résultante de tout ça, il y a une dépendance qui va être émotionnelle, voire même financière, parce que forcément, quelqu'un qui est isolé peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité, voire de précarité, et ça donne les pleins pouvoirs à la personne qui exerce l'emprise. Un exemple concret, par exemple, un homme qui vérifie toutes les dépenses de son épouse, qui va aussi d'ailleurs vérifier ses appels téléphoniques, ses mails, peut-être même, ça existe, lui retirer son téléphone portable et faire en sorte qu'elle n'ait aucune interaction, en tout cas le moins possible. Et évidemment, s'il y a la moindre dépense, la moindre interaction, elle va devoir s'en justifier. Je vous donne des exemples assez extrêmes, mais ça peut déjà s'exercer à une échelle plus douce, entre guillemets, mais qui est déjà une forme de contrôle. Donc voilà des indices qui devraient vous mettre en alerte si vous vivez une relation de couple où vous vous sentez enfermé. Tant qu'on reste avec quelqu'un ou un environnement toxique, le problème, c'est qu'on se fait vampiriser par cette personne, ça enlève de l'énergie, ça affecte la santé mentale, voire même la santé physique, ça ne peut rien donner de bon. Donc, ce n'est pas simple, bien souvent, d'autant plus pour les couples qui ont des enfants, qui ont beaucoup construit ensemble. Mais justement, c'est là où je veux en venir dans cette émission, c'est de vous proposer des conseils pour vous permettre de trouver la force, les ressources pour mettre fin à une relation de ce type. La première étape, déjà, c'est de sortir du déni, c'est d'être dans la reconnaissance, de reconnaître que la relation est souffrante, que quelque chose ne va pas, et même si vous avez du mal à poser des mots sur les choses, faites confiance à ce que vous ressentez. Et quand on manque de recul, rien de mieux que de rechercher l'altérité et de s'adresser à quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie proche, quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous connaît, qui a aussi suffisamment de maturité, de recul, pour partager avec vous son ressenti
Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à ce que vous restiez ou à ce que vous quittiez votre conjoint. La seule question qui vaille, c'est est-ce que cette relation me rend heureux ou heureuse? Est-ce que je me sens libre dans cette relation? Allez au bout de cette question, parce que c'est la réponse aussi qui va vous permettre d'avancer. Oui, ça peut être douloureux, mais c'est le chemin pour vous amener à un changement. Il n'y a pas de changement sans mouvement. La deuxième étape, c'est de poser des mots sur ce que vous vivez, sur votre relation. Et si ça peut vous aider, observez-la de l'extérieur. Ou imaginez que ça soit une autre personne, peut-être votre sœur, votre frère, votre meilleur ami, votre enfant. Imaginez-le ou imaginez-la, adolescent ou jeune adulte, qui vit la même situation que vous. Est-ce que c'est acceptable? Ça peut aider d'imaginer une autre personne vivre notre situation. Ça peut aider à sortir du déni. Comme je vous l'ai dit, l'une des manifestations d'une relation d'emprise, d'une relation toxique, c'est d'avoir perdu confiance en soi, d'avoir une estime de soi qui est fébrile, peut-être même parfois complètement détruite. Il se peut aussi que cette confiance ou cette estime de soi était déjà faible avant de rencontrer son conjoint. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à cette personne de prendre autant de place. Mais parfois, ça allait très bien au début. Donc, essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti fier de vous, où vous aviez confiance en vous. Ça peut être quelque chose de tout simple. Peu importe si c'est récent, si c'est ancien, si vous étiez enfant, ça a existé et c'est important, c'est utile de se reconnecter à ça. Par exemple, je me souviens, j'étais au collège, j'avais gagné un match à ce moment-là et c'était fou parce que j'avais tous les élèves autour de moi et pour la première fois, je me suis sentie spéciale. Pour la première fois, j'ai ressenti de la fierté parce que j'avais accompli quelque chose et j'ai eu de la reconnaissance. Ça a été furtif, mais ça a compté dans ma vie. Ok, vous gardez. Et à vrai dire, faites la liste de tous ces moments où vous avez ressenti de la fierté, de tous ces moments de victoire, petite ou grande, qui font que vous avez acquis de la confiance en vous. Le principe ici, c'est de renouer avec vos capacités. C'est aussi de remettre du narcissisme positif, c'est-à-dire de pouvoir vous regarder dans la glace et vous dire « Mais oui, en fait, je compte, je suis capable de faire des choses, je l'ai déjà fait. » Peut-être que là, en ce moment, c'est vrai, je me sens pas bien, je me sens dévalorisée, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire grand-chose, mais en fait, quand je me reconnecte à mes souvenirs, eh bien, je réalise que j'ai été capable d'accomplir des choses. Et ça compte. Renouez avec les choses qui sont vraiment importantes pour vous, que vous aimez. Alors, il y a les valeurs, bien sûr, ça c'est important parce que ce sont les fondations. Mais je parle aussi des loisirs, des activités, des lieux, des personnes, ou des passions peut-être qui ont été laissées de côté à un moment donné, parce que pas le temps, pas l'énergie, le travail, et parfois aussi parce que le conjoint qui a de l'emprise vous a coupé de ça. Faites la liste de toutes ces choses qui font que lorsque vous y pensez, ou lorsque vous vous imaginez à nouveau pratiquer, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte une nostalgie positive. Il y a une part de vous qui se dit « Ah ouais, ça serait trop bien de refaire ça ». Et peut-être que ça peut être une première étape concrète. Après avoir effectué cette liste, eh bien, choisissez quelque chose d'accessible, de simple, quelque chose que vous pourriez faire à nouveau. Peut-être que, si c'est de la danse par exemple, eh bien, il serait temps de faire un cours d'essai dans une école. Peut-être que si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, eh bien il est temps de lui envoyer un message. Faites-le pour vous, discrètement, sans en parler à votre conjoint nécessairement. À vous de jauger dans quelle mesure c'est quelque chose qui est problématique et surtout dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous met en danger. Parce que n'oublions pas qu'il y a des personnes qui sont capables d'être violentes, qui sont très possessives, qui sont jalouses, et qui sont capables d'avoir des comportements extrêmes. Donc, bien sûr, je ne connais pas votre situation, et c'est à vous d'adapter
les quelques conseils que je vous propose ici. N'hésitez pas à écrire toutes ces choses-là, à écrire donc ces moments qui vous ont donné de la confiance en vous, qui vous ont rendu fiers. Faites la liste, écrivez-le. Écrivez toutes ces activités, ces personnes, ces lieux qui vous manquent, auxquels vous aimeriez vous reconnecter. Et écrivez pourquoi pas un journal intime, mais attention, attention. Bien sûr, il est extrêmement important qu'il reste intime et donc bien protégé et inaccessible. Dans ce journal, vous pourrez aussi faire la liste de toutes les qualités que vous vous reconnaissez. Alors, s'il y a des défauts qui surgissent, vous avez le droit de les écrire. Mettez-les sur une autre page. Mais il y a une page vraiment qui est celle de vos qualités, de tout ce que vous vous reconnaissez de qualité, quel que soit le niveau, que ce soit des qualités physiques, morales, des capacités, peu importe. Vous allez en écrire minimum 10. Vous n'avez pas à inventer. Si vous avez du mal à en trouver, demandez à votre entourage, demandez à vos proches, à votre milieu professionnel. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Parfois c'est étonnant d'ailleurs. Mais vous pouvez leur demander, tiens, si tu devais citer 5 mots, 5 qualificatifs positifs pour me décrire, lesquels choisirais-tu ? Vous verrez plus tard pour les adjectifs plus critiques. Là, le moment pour vous, c'est surtout de rebooster votre estime de vous. Donc faites le plein de tout ce qui vous valorise. Et il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit juste d'être dans la reconnaissance de qui vous êtes. Une fois que vous aurez cette liste, placez-vous devant un miroir, regardez-vous et lisez-les à voix haute, en disant « Je suis ». Moi, et là vous dites votre prénom, je suis. C'est un exercice puissant, je vous assure. On peut se sentir un peu bête dans ce type de pratique, mais c'est un jeu. Faites-le tranquillement chez vous, devant votre miroir, prenez cette liste, redressez la tête, regardez-vous et dites-le. Je suis. Ce qui va vous aider également, c'est d'avoir du soutien. Plus votre réseau, votre vie sociale sera riche, et plus vous aurez des forces, plus vous aurez du recul, et des personnes qui, potentiellement, pourront vous apporter aussi une aide matérielle, qui sait. Parce qu'on va y venir, à la partie finale où il faudra envisager de partir, concrètement. Il est important que vous puissiez parler. Parler à une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui sera aussi un témoin. Parce que si à un moment donné les choses dégénèrent et que vous êtes face à quelqu'un de violent et que vous souhaitez porter plainte ou que vous êtes en danger, il est important que vous ayez des témoins, que des personnes soient au courant de votre situation. Donc là, il s'agit de votre bien-être, mais aussi de votre sécurité. Le fait de le formuler à un ou une amie, c'est une manière aussi, encore une fois, d'être dans une reconnaissance de votre situation et d'avoir une reconnaissance de la personne en face de vous. Et à vrai dire, cela peut délier les langues, donner une autorisation. La personne en face de vous va peut-être aussi se confier. Peut-être que vous serez face à quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui sera à même de vous conseiller. Ou peut-être que cette personne n'osait pas vous dire qu'elle vous voyait changer, qu'elle était inquiète. Et là, c'est l'autorisation pour elle de vous dire « Écoute, effectivement, j'avais remarqué que ton comportement avait changé. Je trouve que cette personne te rabaisse, mais je ne voulais pas perdre notre amitié, alors je ne voulais pas te le dire. » Donc dites les choses, c'est vraiment important. Bien sûr, il existe également des groupes de soutien, des associations, et je mettrai quelques références de sites en description de ce podcast. Et puis, il y a des professionnels de l'accompagnement qui sont là pour être à votre écoute et qui ont des outils pour vous aider, pour vous accompagner. Et si vous manquez de courage, de confiance, que vous avez peur, eh bien sachez que les professionnels de l'accompagnement ou de la santé sont là aussi pour vous orienter, mais aussi vous accompagner dans les étapes. L'objectif derrière ça, c'est la séparation. N'espérez pas changer la personne en face de vous. Et quand bien même cette personne serait elle-même en souffrance, peut-être qu'elle a eu une histoire compliquée,
Peut-être qu'elle traverse des épreuves qui font que émotionnellement elle est instable. Vous n'êtes pas censé vous retrouver dans une relation où vous êtes enfermé. C'est une forme de violence. L'un des comportements typiques des personnes sous emprise, c'est de trouver des excuses, de dire oui mais il pense pas vraiment ce qu'il dit, oui mais elle souffre quand même, la pauvre, il va peut-être changer, on a quand même des bons moments. Vraiment, soyez pragmatique. Si vous avez des bons moments avec cette personne, eh bien, quel est le pourcentage de bons moments au quotidien et depuis que vous la connaissez? Moi, vous savez, en séance, j'ai des personnes qui m'ont souvent dit ça et quand je leur ai proposé cet exercice, eh bien, la réponse souvent c'était « je sais pas, il y a 10% super et 90% c'est l'enfer ». Ou alors « c'était super au début, c'est vrai, mais petit à petit ça a changé et ça fait bien longtemps en fait qu'il n'y a même plus de bons moments. Je réalise que je m'accroche à quelque chose qui a existé et je me dis que peut-être on arrivera à se reconnecter à ça, mais en fait ça ne bouge pas et c'est même pire. » On en revient ici à cette étape de la reconnaissance du tout début. C'est comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre relation. Et ce n'est pas la même chose de vivre une crise avec son ou sa partenaire, quelque chose qui est là depuis 3 mois, 6 mois, et quelque chose qui perdure au fil des années, ou qui est là depuis le début. La rupture, c'est donc simplement la porte de sortie. Quand on est en danger dans un espace, on cherche la porte de sortie. C'est ce que vous apprendrez dans les cours de self-défense. On apprend à se battre, ok, mais en vrai, la meilleure défense, c'est quand même de prendre ses distances, de ne plus être en contact avec la personne qui nous est nocive. Il y a des personnes qui vont être impulsives, qui vont partir du jour au lendemain, et pourquoi pas. Mais mon conseil, ce serait quand même de préparer, de faire un plan. Rassemblez vos ressources. Et quand je parle de ressources, c'est autant émotionnel, physique que financière, que matériel. Rassemblez vos papiers d'identité, rassemblez votre paperasse administrative, tout ce qui est précieux pour vous. Mettez de l'argent de côté et faites en sorte de savoir où vous allez vous diriger à partir du moment où vous partirez. Est-ce que c'est chez une amie? Est-ce que c'est auprès d'une association? Ce que je vous évoque ici, c'est dans les situations vraiment où il y a une forme de menace, où il y a une forme de danger. Maintenant, il est possible aussi de mettre fin à une relation d'emprise, s'il n'y a pas violence, en partant, tout simplement. Mais coupez les ponts. Il faut absolument couper le lien. Et l'erreur que font beaucoup de personnes qui ont été dans une relation d'emprise, et je témoigne, moi aussi j'ai fait cette erreur, c'est de rester en contact. Parce que parfois, il arrive que la relation soit plus pacifique. Ça peut arriver, mais vous restez quand même en contact et cette personne pour autant n'a pas changé. Donc, je me permets un conseil, il vaut mieux dans ces cas-là couper totalement, effacer le numéro, voire le bloquer, et demander à l'autre d'en faire de même. Ne pas répondre aux messages, aux relances. La personne qui a été manipulatrice a tout intérêt à se montrer agréable, séduisante, accommodante, pour faire en sorte que vous reveniez. Elle risque d'adopter plein de stratégies différentes. Ça peut être de la douceur, ça peut être du chantage affectif, ça peut être quelque chose du genre « je vais me foutre en l'air si tu ne reviens pas », ça peut être aussi à nouveau des accès de colère, des menaces. Ne cédez pas. Par contre, conservez les messages comme preuve, c'est important si les choses dégénèrent. Si vous avez une personne qui vous dit qu'elle risque de se faire du mal, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez lui envoyer les secours. Ça c'est valable quelles que soient les situations. Quand on est en contact avec quelqu'un qui dit menacer sa propre vie, eh bien demandez à cette personne où elle se trouve et dites-lui que vous appelez les urgences. Si elle bluffe, a priori, il y a de fortes chances que ça la calme et qu'elle renonce. Quoi qu'il en soit, la priorité, c'est vous. Préservez-vous. Et je vous avertis, il y aura probablement un temps de digestion. Parce que quand on a vécu ce type d'expérience, ce n'est pas facile de faire confiance ensuite. Et c'est normal. Et je dirais même, tant mieux, c'est sain.
Parce que la confiance, ça se gagne. Ça se gagne à travers le temps, les paroles, les actes. Et j'avoue être plutôt optimiste. Je crois que tout est possible. Tant qu'on est vivant, en fait, on ne sait pas ce qui nous attend et il y a de belles surprises. Pour terminer, je vous encourage donc, sincèrement, pleinement, à vraiment prendre soin de vous. Je sais que cette expression peut faire sourire. Prends soin de toi. Oui, enfin, comment? Ça veut dire quoi exactement? Non mais vraiment, prenez soin de vous, de votre corps, de votre intégrité, de vos limites. Parce que si vous ne vous respectez pas vous-même, imaginez le message que vous envoyez aux personnes autour de vous. Pourquoi vous respecteraient-elles si vous-même vous ne le faites pas? Et pourquoi vous aimeraient-elles si vous-même vous ne vous aimez pas? Ah, l'amour de soi, vaste sujet. Si vous avez du mal avec ça, vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça s'apprend. Je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Mentoresse qui ouvrira une nouvelle saison sur une nouvelle thématique. Et je compte sur vous. D'ici la prochaine émission, je vous lance le défi de tester une nouvelle activité ou de vous remettre à une activité qui vous plaisait auparavant. Un truc tout simple. À bientôt.